Bien, écoutez, nous allons aborder la troisième table ronde et temps fort en fait de cette matinée avec un sujet qui est important. Vous savez qu'en introduction de la conférence, j'ai parlé que tout l'écosystème était représenté. On a parlé des patients, des problèmes de santé, des territoires, des startups, des acteurs publics. Mais il y a également des acteurs qui jouent un rôle important. Ça va être la question de notre table ronde sur le rôle que peuvent jouer les industriels de santé que vous représentez dans le futur de l'e-santé. Pour cela, donc, nous avons la présence de Isabelle Lafort, donc vous êtes responsable et directrice donc, de l'innovation et de la transformation à AstraZeneca France. Nous avons donc Amandine Jacques, vous êtes présidente et représentante donc, des membres fondateurs de Coalition Next. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Frédéric Collet, et vous êtes le président donc, du LEM, donc les entreprises du médicament. Nous avions tout à l'heure les entreprises de télémédecine que vous connaissez bien également. Alors, on a une première question, Frédéric Collet, c'est que, et c'est ce qui fait, je dirais, la ligne directrice qu'on a pu construire avec Vassinia sur des thématiques qui semblent assez transversales. On a parlé de la transformation, bien sûr, du système de santé. On a parlé d'un besoin d'acculturation pour les patients, un besoin de formation, un besoin également pour les problèmes de santé. Mais lorsqu'on a préparé la table ronde ensemble, vous nous avez évoqué des initiatives également d'acculturation pour les équipes également qui travaillent chez, bien sûr, les différents laboratoires informatiques que vous représentez. Donc ça veut dire que cette e-santé, elle est également un sujet au cœur de vos priorités aujourd'hui ? Oui, les entreprises en général et les entreprises du médicament en particulier se sont vraiment saisies du sujet. C'est un sujet et elles jouent un rôle très important dans la dynamique autour de ce secteur. Et en fait, on peut faire deux constats. Le premier, c'est que si je compare le secteur des entreprises du médicament par rapport à d'autres secteurs économiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes plutôt en retard en termes de maturité dans l'appropriation des sujets digitaux et de la data. Et pour autant, le deuxième facteur, c'est que quand on regarde notre métier, nos métiers, on se rend compte que la data et le digital sont absolument partout. On commence par la recherche, on continue par le développement clinique, on continue ensuite par le manufacturing, la production, on continue ensuite sur l'accès et puis l'accompagnement du patient dans son traitement. Et la data et le digital sont présents tout au long de cette chaîne de façon incroyable. Et donc, on s'est rendu compte que justement, il fallait réconcilier les deux. Et donc, le LEM a développé, créé ce qu'on appelle l'Académie du digital, qui va voir le jour officiellement en avril de cette année. Et l'objectif, ça a été de faire pour les adhérents, pour les entreprises du médicament, pour leurs collaborateurs, et en même temps avec eux, puisque c'est avec eux que les programmes ont été dessinés, tout un programme d'acculturation pour leur permettre de s'approprier les sujets de santé. Et alors on le fait de façon assez originale, justement en identifiant tous les différents métiers et en développant des modules autour de ce qu'on appelle les personae, c'est-à-dire des profils de collaborateurs spécifiques qui ont des attentes qui peuvent être en plus variables selon leur degré d'application, de maîtrise, de maturité sur les sujets, au contraire pour les plus néophytes. Et donc, le programme de l'Académie du numérique pour les entreprises du médicament va s'adresser à tous les collaborateurs, quel que soit leur degré de maturité, pour faire de l'acculturation et puis également travailler ensemble, parce que c'est un sujet sur lequel, contrairement à ce qu'on peut voir quelquefois, c'est un sujet de fertilité dans lequel il y a une émulation à travailler ensemble plutôt qu'il n'y ait une compétition. Et donc, on espère aussi pouvoir créer des forums et des projets communs dans lesquels ces acteurs vont pouvoir travailler ensemble et s'impliquer ensemble pour faire progresser ce sujet. Donc, je dois dire, le premier bénéficiaire à la fin sera le patient, puisque c'est vers lui que tout doit être fait pour faire en sorte qu'il puisse disposer, en toutes circonstances, dans les meilleurs délais, du meilleur traitement et donner toute la chance au traitement qui est développé pour lui. Et cet aspect collaboratif que vous soulignez, est-ce que la crise sanitaire de la Covid-19 a créé cette situation, l'a amplifiée ou au contraire, elle était déjà présente ? La crise, elle a fonctionné, j'ai envie de dire comme toutes les crises, c'est-à-dire elle a fonctionné comme un accélérateur et un grand révélateur. Un accélérateur de façon de travailler nouvelle, de métiers nouveaux. Je vous donne un exemple. Pendant la crise, un des gros enjeux, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à développer des essais cliniques, et on sait à quel point ces essais d'ailleurs étaient importants, et pourtant dans des conditions très dégradées d'accès aux patients.
Et bien souvent, le dossier médical, il est au pied du patient, il est à l'hôpital, il est dans les centres de soins. Et donc, une des questions qui s'est posée, c'est plutôt que d'amener le patient au traitement, à l'essai clinique, comment est-ce qu'on peut amener l'essai clinique vers le patient? Et donc, vous imaginez que la data, le digital ont joué un rôle essentiel. Comment est-ce qu'on a pu, et par ailleurs, continuer de travailler si on est allé si vite, par exemple, sur des questions de vaccins? Vous imaginez que dans le domaine de la recherche, on a également beaucoup travaillé et utilisé les modèles de modélisation. Donc oui, effectivement, pendant cette période-là, la fertilité, le travail qui a été fait autour du digital a été très important. Et puis le dernier aspect que je veux souligner, c'est justement dans l'accompagnement du patient. On s'est rendu compte que le temps dont les médecins disposaient, on s'est rendu compte que la prise en charge par le système de soins de certains patients était là aussi un peu fragilisée. Et donc il fallait trouver, mais on en reparlera je suis sûr tout à l'heure, on a cherché des solutions pour pouvoir alléger ce système de soins et permettre aux médecins d'assurer en toutes circonstances que le patient serait pris en charge et aurait le traitement et le soin dont il avait besoin, encore une fois, quelles que soient les circonstances. Alors, Frédéric Collet, vous me faites une transition parfaite, puisque ma question s'adressera à Amandine Jacques, mais on est dans la suite du propos sur, en tout cas, les nouveaux modèles et les modèles collaboratifs en santé numérique qui ont émergé, ou en tout cas qui se sont accentués par le fait de la crise sanitaire. Amandine Jacques, ma question est très simple. Est-ce que la crise a redéfini les modes de collaboration? Je suppose que oui, mais surtout, est-ce qu'on peut parler d'un modèle pérenne ou s'agit-il d'un modèle de crise qui finira par s'éteindre? Alors, on espère que ça ne va pas s'éteindre. La crise nous a obligés à nous réinventer et grâce à la crise va émerger une prise de conscience au niveau du LEM notamment, la mise en place d'un collectif qui s'appelle la Coalition Next, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a permis de mettre des tas d'acteurs autour de la table qui se parlaient assez peu finalement. On travaille tous pour le patient, on travaille tous pour l'amélioration de la qualité de vie du patient, mais parfois on a un peu du mal à tous se parler ensemble et plus on arrive à créer un collectif, plus on va réussir à faire émerger des innovations. Donc la coalition Next, elle met autour de la table plusieurs laboratoires pharmaceutiques, plusieurs établissements de soins. On a par exemple la PHP, Hôpital de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse, de Brest, Vivalto Santé également. Et vraiment pouvoir se parler tous ensemble pour identifier des innovations en santé digitale à travers l'extraordinaire terrain qu'on a d'innovation en France des startups en e-santé, avoir un terrain d'expérimentation qui permet de générer des preuves de concept que sont les hôpitaux, et avoir un financement pour ces startups via les laboratoires qui, dans le cadre de la coalition Next, peuvent se mettre à plusieurs autour d'une solution en e-santé. Les laboratoires, on a toujours, depuis au moins 15 ans, on accompagne la mise sur le marché de nos médicaments avec des solutions digitales pour améliorer le dépistage, l'observance ou même la connaissance du patient de sa propre maladie. Mais souvent, ce sont des initiatives qu'on ne fait qu'à l'échelle d'un seul laboratoire. On connaît la vie du médicament. Un médicament, un jour, il perd son brevet. Nous, en général, on perd tous les budgets qui vont avec la perte de brevet. Et donc, on a mis en place des solutions qui étaient intéressantes, mais qui peuvent s'arrêter pour une cause de manque de financement. Donc là, dans le cas présent, on va se mettre autour de la table sur une problématique et on va soutenir cette problématique, en tout cas une preuve de concept ou un effet booster au starter sur une problématique qui peut être le dépistage, le passage de la ville à l'hôpital, d'une prise en charge thérapeutique, etc. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets achevés ou en tout cas sur le point de l'être qui ont émergé de la coalition Next? Il y en a un qui devrait vous intéresser, je crois. En effet. Oui. Ouais. Bon, alors déjà, avant cela, je dois vous dire quand même qu'on est dans une période très dynamique puisqu'on vient de relancer un appel à projet le 18 janvier au niveau de la coalition Next. Donc modèle pérenne. Exactement, donc on est bien sur un modèle pérenne et on est très motivé par nos thématiques qui ne sont pas reliées à une aire thérapeutique. Ça, c'est aussi un grand changement de mentalité au niveau des laboratoires. On se centre vraiment sur le circuit du patient, par exemple.
Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, plus de temps pour le patient. Donc c'est une des grandes thématiques en fait de la coalition Next. Comment je libère du temps aux médecins pour qu'ils puissent gagner en qualité de relation avec le patient. Donc il y a cette première thématique. Améliorer la prise en charge ville-hôpital. On a beaucoup de médicaments qui sont arrivés en ville directement, notamment dans le cadre de la coalition Next. Et parfois ça concerne des pathologies où on a 200 patients en France. Donc le médicament qui est à la pharmacie et plus à l'hôpital, c'est un grand changement pour tous les acteurs. Et ensuite, un patient qui soit le plus possible acteur de sa santé. On sait que ça nous fait gagner en chance de succès thérapeutique quand le patient est vraiment acteur de sa santé. Bon, alors, donc ça, c'est 2022, donc on est très, très motivés. En 2021, on a 380 startups et sociétés qui ont postulé sur nos appels à projets à Coalition Next. On a 19 qui sont en cours de contractualisation. Diverses solutions sur des plateformes d'échange de données comme Pandalab par exemple. On a des projets aussi Directo Santé pour trouver une solution de télésurveillance au niveau des patients en oncologie quand ils arrivent en ville. Et on a une plateforme très intéressante qui est en train d'être mise en place avec Sim4Health dans le cadre des maladies rares. Et là, on a Pfizer, Novartis, Ipsen et Takeda qui soutiennent cette plateforme. L'idée, c'est de faire vraiment développer le dépistage et d'améliorer le dépistage dans les maladies rares, parce qu'on se met vraiment en perte de chance très souvent dans le cadre des maladies rares. On a plus de 50% des patients qui ont 5 ans d'errance diagnostique. Donc c'est mettre le patient en perte de chance, alors que nous, on met au point des médicaments efficaces. Mais ce médicament, il est testé dans des études contrôlées versus placebo. Si on arrive trop tard, on est trop tard. Donc ce sujet du diagnostic et des dépistages, c'est vraiment critique. Et là, grâce à cette plateforme, on va pouvoir former les médecins avec des cas cliniques virtuels. C'est un peu comme un jeu vidéo. Et le médecin va s'entraîner, mais il va donner tel diagnostic, tel dépistage, il va demander tel examen de radiologie, il va arriver sur tels éléments, il va recommencer, il va se tromper. Parce que c'est ça, surtout le dépistage dans les maladies rares, c'est se tromper en général. Et on va pouvoir développer les connaissances des médecins grâce à ça. C'est un sujet vraiment critique pour nous. Et grâce à la coalition Next, on a pu aboutir à une solution. Je ne sais pas si on aurait pu, avant la crise, pouvoir se mettre à 4 laboratoires avec l'Institut Imagine pour mettre au point une telle plateforme. Je ne pense pas, sincèrement. Il y a quelqu'un que je connais, donc je ne peux pas citer pour des raisons évidentes de confidentialité, qui m'a dit que ce projet était effectivement dans les cartons depuis un petit moment, mais qu'il avait eu quelques difficultés à le faire émerger, parce que c'était difficile de réunir tous ces acteurs. Vous le connaissez peut-être, Jérôme, mais je ne veux pas, pas vous mettre en porte-à-faux. On va mettre ses initiales, si vous voulez. Oui. Très bien. Voilà, elle, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur donc, sur notre autre entité, donc Sim4Health. Et c'est vrai que ça permet concrètement, parce que je pense que c'est un peu la tonalité qu'on a eue depuis ce matin, c'est bien sûr une vision stratégique autour de la e-santé, mais des exemples concrets. Et là, eh bien, par rapport à ce futur de la e-santé, c'est des exemples tout à fait concrets qui sont pour l'intérêt, comme l'a dit Frédéric, bien sûr in fine pour le patient, mais qui sont des solutions innovantes et qui n'auraient pas pu le voir le jour sans cette réunion, j'irais d'abord collaborative et aussi j'irais agnostique, puisque là, il y a une volonté en fait, de 4 laboratoires de pouvoir soutenir le projet. Et ça, c'est quand même possible. On arrive à se regrouper parce qu'on est aidé par Digital Pharma Lab, qui organise en fait tout l'écosystème et toute notre gouvernance. Sinon, je pense que ce serait un peu compliqué. Donc ça, c'est quand même important de le souligner et qui nous permet d'avoir du dynamisme et de garder toujours cette dynamique dans la sélection également des startups, parce que vous imaginez bien que étudier 300 à 400 projets quand on en retient 20, ça demande quand même beaucoup de monde. Et dans chaque laboratoire, on a à peu près 4 à 5 personnes qui sont mobilisées pendant plusieurs mois et qui épluchent tous les dossiers. Donc c'est un investissement humain important, mais avec des équipes, en tout cas dans nos laboratoires, qui sont extrêmement motivées par cette approche. Merci Amandine. Alors, on a beaucoup parlé de la formation, mais un autre sujet qui a été au cœur de pas mal de débats, c'est aussi l'évolution des compétences
et notamment le docteur Thierry Marquet, qui était juste avant votre intervention, Isabelle, a parlé de recrutement de nouveaux talents qui étaient différents de ce qu'ils pouvaient peut-être recruter classiquement chez Takeda. Pour vous, Isabelle, donc, qui êtes chez AstraZeneca France, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez fait aussi des parcours dans le domaine des startups avec Hawkin qu'on a notamment cité ce matin. Comment vous voyez-vous cette évolution, j'irais, de la santé numérique et peut-être des technologies dans votre business model? Et puis également, un sujet, je crois, qui vous tient à cœur, qui est forcément en tant qu'ingénieur aussi, c'est la data, l'accès à la data et notamment au niveau des patients. Oui, exactement. Quand on s'interroge sur le futur de la e-santé, c'est vrai que moi j'ai ce prisme particulier de venir avec l'ambition de la technologie. On a beaucoup parlé de digitalisation, de technologie. Je fais un petit peu la différence. Comme disait Frédéric, data et digital. La digitalisation, c'est un phénomène extrêmement important. On a beaucoup parlé ce matin de mon espace santé. Comment est-ce que ces nouveaux outils, ces nouveaux vecteurs améliore tout globalement la vie des citoyens et du patient. Moi, mon prisme, c'est la technologie. Par technologie, j'entends intelligence artificielle. Et c'est une forme de conviction. Moi, je vais vous donner cette anecdote. Moi, j'ai découvert, donc, comme vous l'avez cité, par un passage en start-up chez Hawkin, les modèles prédictifs, les algorithmes, l'intelligence artificielle qui est capable, sur une lame d'histologie, de voir des choses que le cerveau humain ne voit pas, non pas parce que de manière systématique on n'a pas la puissance de voir des tas de lames d'histo, mais parce qu'en fait on est capable aujourd'hui de construire des modèles prédictifs qui voient des patterns, des motifs qui sont révélateurs d'un biomarqueur qui va annoncer une mutation génétique ou une évolution de maladie. Et ça, c'est la machine, c'est la capacité de calcul aujourd'hui disponible qui est capable de le faire. Et moi je trouve ça absolument formidable en tant qu'effectivement ingénieur, me dire qu'en fait ce qui pouvait être l'accessoire de l'industrie pharmaceutique, la technologie en accessoire, parce qu'il y a toujours eu des outils pour faire l'imagerie médicale, etc., va devenir demain quelque part un accélérateur de l'industrie pharmaceutique, quelque chose qui va vraiment non plus contribuer, mais vraiment soigner les patients. Et c'est ça pour moi le moteur le futur de la e-santé, c'est cette partie technologie, intelligence artificielle. Et comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, ça fonctionne avec de la data. Moi, j'ai une équation très simple en tête, c'est qu'un modèle prédictif, c'est un algorithme plus de la data. Donc, on peut avoir un algorithme très, très bien conçu. S'il n'a pas de données pour l'entraîner, il ne sera pas performant. Il faut de la donnée en quantité, il faut de la donnée en qualité. Et ça, c'est tout un enjeu, tout un challenge aussi pour les industriels et pour l'écosystème de manière générale, cet accès à la donnée. Nous, chez AstraZeneca, on réfléchit déjà à travailler avec des partenaires. On travaille avec une start-up aujourd'hui qui nous aide à aller regarder, qui, elle, regarde dans les analyses des laboratoires que font les patients pour repérer les signaux faibles révélateurs de progression ou de futures maladies. Et donc, le point, c'est que la data existe déjà. Elle peut être plus ou moins accessible, plus ou moins bien traitée. Et donc, c'est la réconciliation de la data et de l'algorithme qui va permettre de donner toute cette puissance. Et moi, vraiment, c'est ma conviction, c'est qu'on va avoir des capacités de mieux soigner les patients grâce à ces technologies aujourd'hui disponibles qui sont absolument, absolument formidables. Et donc, il faut accéder à la data. Et là encore, cet enjeu de pouvoir arriver à ce que les acteurs pharmaceutiques, industriels, de santé accèdent à la data pour développer ces outils-là, c'est fondamental aussi. Et je crois aussi beaucoup, comme Amandine, au pouvoir quelque part de la collaboration dans ces enjeux-là. Parce qu'on a besoin de méthodes, on a besoin de processus, on a besoin d'une forme d'industrialisation dans ces démarches-là, qui sont aussi un effet de groupe. Et chez AstraZeneca, on s'est engagé dans un consortium avec DocaPost et Impact Healthcare, qui s'appelle Agoria Santé, et qui vise justement à mettre en place un certain nombre d'éléments pour, quelque part, libérer cet accès à la data et faire de la data science robuste, au service des patients. Donc là, vous montrez aussi que le collaboratif, c'est aussi l'association d'acteurs qui vont se mobiliser pour une thématique, oui. Et pas uniquement travailler seul en tant que laboratoire.
Oui, parce qu'en fait, on est sur un enjeu qui est tellement large. En France, on a beaucoup de chance. La data, elle est relativement centralisée grâce au système de soins dont on dispose. Elle est relativement fournie. Donc, on a cette chance-là. Mais ensuite, si on reste isolé et de gré à gré dans cette démarche-là, peut-être qu'on y arrivera. On va perdre beaucoup de temps. Alors que, encore une fois, c'est vrai que moi, je suis ingénieure. Une démarche industrielle, c'est très, très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on mutualise l'effort pour pouvoir aller plus vite. Alors, ce sont des sujets passionnants qui vont pouvoir eh bien, continuer dans les semaines à venir, puisque je crois qu'au niveau du LEM, forcément, au-delà du numérique, il y a également la lecture sur les candidats à la présidentielle. Donc, je crois qu'il y a des initiatives qui sont également portées par le LEM pour voir comment chaque candidat s'implique dans ces sujets. Et puis également, pour ceux qui veulent continuer, et notamment pour les sujets, Isabelle, que vous avez décrits, autour de la technologie. Le LEM, je crois, a sorti une stratégie 2030 et qui pourrait donc être revue. Donc forcément, on a un temps qui est un petit peu limité, mais je pense que voilà, on a pu, grâce à vos témoignages à tous les trois, aborder ce sujet important du soutien des laboratoires pharmaceutiques dans le futur de la e-santé. Pour finir notre conférence avec donc les deux dernières tables rondes, on va avoir un nouveau sondage qu'on va proposer, une nouvelle partie interactive. Et notamment, je pense que Isabelle, vous avez dû influencer la question, puisque on parle sur les conditions de sécurité vous semble-t-elle réunies aujourd'hui pour partager vos données personnelles de santé avec des acteurs privés ou publics. Je pense que c'est une question qui est centrale aujourd'hui par rapport à la confiance. On l'a évoqué tout à l'heure avec Géraldine Giboire. Donc ça, normalement, vous devez avoir la question qui doit s'afficher. Merci encore à tous les trois. Merci. Et passez une très bonne fin de conférence parmi nous.